Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire pour bureau d'études et consultants. On parle de la conception moderne des circuits hydrauliques et pour assurer une exécution correcte et maîtrisée. On va parler de l'efficacité énergétique et coût. Et ces deux sont probablement les deux critères de base pour un bon design en HVAC. Mais comment obtenir un niveau de confort satisfaisant à chaque moment? Et pendant ce webinaire interactif, nous regarderons comment nos solutions et notre support peuvent vous aider à trouver cet équilibre. Moi, je m'appelle Jeffrey Werks. Je suis Technical Manager chez IMI depuis le 3 janvier 2019, mais j'ai à peu près 10 années d'expérience dans l'HVAC. Et pour ceux qui ne connaissent pas IMI ou IMI Hydronic Engineering, IMI Hydronic Engineering consiste de 3 marques, Pneumatex, Heimer et TA. Le siège social est en Suisse et IMI Hydronic Engineering fait partie d'un groupe anglais qui s'appelle IMI. Avant de commencer, quelques modalités. L'application GoToWebinar vous donne en fait deux possibilités d'intervenir. Posez vos questions via le bouton Questions. Donc, il y a la flèche blanche là dans le cadre orange. Si vous cliquez là, il y a un petit drop-down avec questions. Et là, vous pouvez poser vos questions via cette fonction. Levez vos mains, il y a la possibilité de lever vos mains via ce bouton-là. Donc, c'est Raise Hands ou lever les mains, je ne sais pas en français. Et si tout le monde peut lever les mains maintenant, comme ça je vois ou je sais que tout le monde m'entend et tout se passe bien. OK. Je pense que c'est bien. À la fin de la présentation, on va parcourir les questions et on va répondre aux questions au fin de la présentation. À partir de demain, vous avez accès à l'enregistrement de ce webinaire et je vous envoie les réponses aux questions aussi par mail à partir de normalement demain. Et pour savoir un peu qui est dans le groupe, je veux faire connaissance avec vous et je veux faire connaissance. Je sais qui vous êtes et vos fonctions, mais d'une autre manière, si vous pouvez répondre à cette question-là, quel est votre plus grand défi dans votre travail? C'est un peu général, c'est une question générale, mais comme ça, je sais un peu qui est dans le groupe. Donc, votre plus grand défi, c'est quoi? Si vous pouvez répondre ça par l'option question, et comme ça, on a aussi testé les questions. Votre plus grand défi, ou si vous voulez, votre plus grand ou plus gros problème. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Ah, bien. Ah, wow, OK. Ça, je trouve intéressant. Quelqu'un qui parle de la rénovation des chaufferies avec le moins de coupures possible. Le dimensionnement et réglage de boucles eau sanitaire, eau chaude sanitaire. Encore? J'attends votre question encore quelques instants. Donc, quel est votre plus grand défi? Il y a des gens qui ne retrouvent pas les questions ou le bouton question. OK. Je vais continuer. Voilà. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Pendant ce webinaire, en fait, 3 sujets. Les défis dans la construction, c'est-à-dire votre défi, vos défis. On va parler de l'évolution de la technologie parce que notre monde change rapidement et c'est en fait partiellement piloté par les nouvelles demandes au niveau d'efficacité de l'énergie, le EPB, mais aussi par les produits ou par les fabricants.
Et on voit souvent qu'à cause de ces changements, il y a des petites erreurs qui apparaissent dans les PNID. Donc, ça, je vais vous montrer après, on en parlera après. Et dernièrement, on va parler de notre support, le partenariat avec vous qu'on veut réaliser, qu'on veut avoir. En fait, ce ne sont pas des sujets à part, mais c'est dans la présentation d'aujourd'hui. OK. Et comprendre votre importance, d'abord, on va regarder votre intérêt, c'est-à-dire votre importance. Au niveau mondial, allez, on sait tous que vous avez un impact, ou nous avons un impact énorme sur la durabilité. Et avec ce code-là, on va voir ça, bien que le HVAC représente environ 20% de l'investissement total dans les bâtiments, il représente 50% de la consommation d'énergie d'un bâtiment. Donc, à peu près 30% de la consommation d'énergie totale est pour chauffer et refroidir les bâtiments. Donc là, on a un impact énorme. Et si on regarde ça un peu différent, si on regarde ça au niveau des investissements, donc des investisseurs des bâtiments, dans les bâtiments, et on compare la productivité des personnes avec le confort, avec une déviation de 1%, ou excusez-moi, avec une déviation de 1 degré de la température de confort, ça peut causer une réduction de 5 à 6% de l'efficacité humaine. Donc, 90%, à peu près 90% des coûts d'une société, ce sont des coûts d'employés. Donc, si on calcule ça en Europe, en 2019, cela signifierait une perte de 250 milliards d'euros. Donc, au niveau global, c'est énorme. Et maintenant, l'efficacité du système. Pourquoi essayer d'avoir l'efficacité idéale? Ben, dans les systèmes de chauffage, je vais mettre ça comme ça, c'est plus facile. Dans les systèmes de chauffage, une température ambiante trop élevée de 1 degré fait augmenter la consommation d'énergie de 6 à 11%. Et en refroidissement, les coûts sont en fait encore un peu plus hauts. C'est une température ambiante trop basse de 1 degré fait augmenter la consommation de 12 à 18%. Donc, confort, premièrement, mais aussi 1 degré a un impact énorme. Et notre monde, comme j'ai déjà dit, notre monde change rapidement. Les nouvelles législations, les nouvelles technologies et les nouvelles, donc les nouvelles exigences. Et vous connaissez tout, et le EPB est le plus important, je pense, pour nous. Mais cette nouvelle législation n'ont pas seulement des désavantages ou des désavantages, ils ont aussi d'autres avantages. On peut regarder la sécurité des locataires. Donc, un locataire qui va louer, qui veut louer dans un bâtiment avec un EPB qui est bien, il a une certaine sécurité que sa consommation va être faible ou va être minimalisée. Et deuxièmement, une sorte de compétitivité pour les investisseurs, parce que si on... Oups, non, je vais trop vite. Si on regarde au niveau de consommation d'énergie, consommation d'eau, l'émission CO2, ben, un bâtiment avec une EPB basse, la consommation d'énergie, on gagne, sur ce niveau-là, on gagne 25%. La consommation d'eau, on gagne à peu près 11%, on peut gagner à peu près 11%. Sur l'émission CO2, 34%, et les déchets sont diminués avec moins 80 millions de tonnes. Donc, ces bâtiments-là ont une valeur ajoutée qui est à peu près qui est à peu près 30%. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que on a fait des interviews avec des bureaux d'études, et si on parle des choses
qui sont vraiment à obtenir dans la conception de ces projets-là, c'est confort et c'est efficacité énergétique. Mais souvent, parce que ça, de temps en temps, a un coût élevé, souvent l'efficacité énergétique est mise à côté parce que le coût est trop élevé. Donc, si vous pouvez déclarer ça comme ça avec vos clients, les investisseurs, de temps en temps, vous avez des avantages et des plus. Donc, ça. Les défis, ben, en général, les défis dans le monde des projets, c'est législation plus complexe et exigeante pour l'installation et l'exploitation. Deuxièmement, le développement de projets où le temps est vraiment court et le budget est limité. Et troisièmement, ça on a entendu très souvent aussi, l'investisseur qui requiert, mais n'a aucune ou une faible connaissance technique sur le système HVAC. Donc, pour vous, ce sont des défis. Et plus spécifiques pour les bureaux d'études, si on regarde sur notre niveau, c'est l'efficacité énergétique dans la conception. Comment obtenir ça dans la conception déjà? Comment être sûr que les produits installés sont corrects, qu'ils sont bien dimensionnés et qu'ils sont bien équilibrés, par exemple, après. Donc, ça, on a entendu aussi très souvent que oui, on a fait notre cahier de charges, on a regardé ça, mais pendant l'exécution, il y a des choses qui changent et de temps en temps, ce n'est pas ce qu'on a mis en avant. Et troisièmement, la performance à long terme. Comment est-ce que notre installation va réagir après 5 années, après 10 années, après 15 années? Donc ça, on a entendu très souvent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là. Si vous pouvez me répondre ça, oui ou non. Je suis d'accord, oui ou non, je ne suis pas d'accord dans les questions. OK? OK. Donc, je vois que presque tout le monde, c'est-à-dire, oui. Donc, quelqu'un qui me remarque, les installations ne sont pas souvent bien réglées. Ouais, OK. Ouais, ouais, OK. Merci pour ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi. J'ai donné ce webinaire mardi passé aussi. Et aussi là, j'ai entendu que vous êtes, comme bureau d'études, vous êtes d'accord avec ces trois valeurs-là. Et en fait, on a vu ça en parlant avec des bureaux d'études et il y a des études qui ont été faites par nous au niveau global, et donc pas seulement, pas seulement en Belgique, mais au niveau global, des études qui ont été faites et nous avons cherché pour des solutions où nous, on peut influencer ou aider pour ces trois niveaux. Donc, premièrement, on va parler de l'efficacité énergétique dans la conception des systèmes HVAC. Dans conception, donc projet, on va regarder dans l'installation ou comment obtenir sur un bon niveau là et après ou pendant opération. L'efficacité énergétique dans la conception de systèmes de CVC, oui, je n'ai pas changé ça, mais normalement c'est HVAC en Belgique. Donc l'efficacité énergétique des bâtiments, il y a en fait trois grands paramètres. Et ceux qui ont déjà vu une présentation de moi ont déjà vu ça. Donc, on a tout d'abord les particularités des bâtiments. Oui, je pense que c'est un peu évident. Si le bâtiment est bien isolé,
et on veut chauffer, ben on doit chauffer moins qu'avec ou moins longtemps qu'avec un bâtiment qui n'est pas bien chauffé. Là, je peux que... Donc là, on voit que les économies sont plus importantes, mais il y a une longue période de récupération parce que l'investissement est beaucoup plus grand que, par exemple, changer le système HVAC. Deuxièmement, la conduite humaine. Et la conduite humaine est toujours, ou presque toujours, pilotée par confort. Donc, on voit souvent que les gens vont essayer à chipoter avec le régulateur ou avec même dans la chaufferie avec les pompes, avec la chaudière. Et ça, c'est piloté par leur sentiment, leur niveau de confort. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter l'interaction, éviter cette conduite humaine. Et ça, on peut faire par leur donner un niveau de confort optimal. Et on peut regarder ça dans plusieurs bâtiments. Un bâtiment résidentiel va être autrement qu'un bâtiment industriel au niveau de température, mais on va obtenir, on va réussir à avoir température de confort, laissons dire 21 degrés par exemple, 21 degrés et un écart de 0,5 degrés maximum, donc 20,5 ou 21,5 et pas au-delà ou en dessous de ça. Et pour obtenir à ce niveau-là, on doit faire des choses intelligentes dans la conception aussi. Okay? Deuxièmement, les nouveaux systèmes, les nouvelles sondes, les nouvelles thermostats d'ambiance, par exemple, ils vont essayer d'éviter cette interaction-là par bien mesurer, par avoir des bons délais et comme ça éviter l'interaction. Troisièmement, système HVAC, et c'est là où on peut influencer beaucoup. Donc, par exemple, par utiliser les nouvelles technologies, je pense que c'est un peu évident qu'on va plus installer un circulateur avec vitesse constante, et comme c'était à l'époque. Maintenant, on a des bons circulateurs, des bonnes pompes, donc on va utiliser ces nouvelles technologies dans nos systèmes aussi. L'approche systémique, oui, on va pas seulement regarder la chaudière, pas seulement regarder la pompe ou la conception hydraulique ou les unités terminales, on va regarder ça tous ensemble. Notre gouvernement va investir en chauffage, excusez-moi, en pompe à chaleur, par exemple. Ils vont investir dans les chaudières à condensation. Mais si dans le système, si dans la conception hydraulique, il y a des surdébits, les surdébits vont influencer la température de retour et la température de retour va être trop haute pour faire condenser la chaudière. Ça, on va regarder après aussi. Donc là, l'approche systémique a de l'importance. Et là, si l'investissement est fait, la période de récupération est beaucoup plus courte. Comment est-ce qu'on peut protéger et optimiser? C'est un processus, mais avec 3 étapes de base. On va regarder la puissance requise à pleine charge et on veut que la puissance requise est bien mise à chaque unité terminale en pleine charge. Donc là, c'est pour le confort. Deuxièmement, un contrôle précis en charge partielle aussi, parce que je parle souvent du règle 80-50-20. 80% du temps, ou moins de 80% du temps, on n'a que 50% de demande, ou moins de 50% de demande, et 50% de demande veut dire 20% de débit. Donc là, dans les petits débits, on doit avoir un contrôle précis. Et troisièmement, on doit maintenir ces conditions optimales. Et c'est donc assurez-vous que l'efficacité thermique est maintenue. Comment?
On a des technologies pour ça. Pour la première, on a la technologie AFC, Automatic Flow Control, dans nos vannes de radiateurs Eclipse, par exemple. Jamais un surdébit avec ces vannes-là. Ou les vannes TA, donc avec ça, vous pouvez économiser, ou l'investisseur peut économiser jusqu'à 35%. Contrôle précis et on voit aussi que les systèmes on-off consomment 7% de plus. Donc là, je vais vous montrer après avec quelques graphiques aussi. Et on sait que la saleté de 1 mm mène à la surconsommation jusqu'à 9%. On va regarder aussi dans la tuyauterie comment ça peut se passer. OK, donc 3 étapes et comme vous voyez, en fait, 3 marques, Haimeyer, TA et Pneumatics. L'équilibrage ou le déséquilibrage, parce que comme on connaît les lois hydrauliques, l'eau va toujours chercher le chemin plus facile, donc où les pertes de charge dans la tuyauterie sont faibles qu'à d'autres parties. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a dans cette boucle-là, on a 90% de débit, donc comparé avec le débit de calcul de 100%. 90%, 85% et 80%. Un déséquilibre parce qu'on a la tuyauterie qui est là entre les différentes boucles. Donc, il y a un surdébit qui se met. Et on voit que dans 90% des installations, le débit est à 150 plus élevé que le débit du calcul. Pourquoi 150 plus élevé? Parce que pour éviter les plaintes des habitants, les techniciens de maintenance, ils vont mettre les pompes sur vitesse maximale. Ils vont de temps en temps remplacer les pompes pour des pompes plus puissantes. Donc, les surdébits augmentent et oui, il y a moins de sous-débit. Mais l'installation, il est généralement en surdébit et l'auteur manométrique du circulateur, il est permanent élevé, donc il est permanent trop haut. Donc, le coût de pompage sont doublés pour compenser, par exemple, un sous-débit de 20%. Donc, pour compenser ça, en fait, je peux vous montrer le calcul, mais on n'a pas énormément de temps aujourd'hui, donc je ne vais pas le faire. Mais pour 20% de sous-débit dans un endroit, pour avoir 100% là, il faut doubler les coûts de pompage. Donc, mieux est d'utiliser un instrument de mesure comme le thiascope avec des méthodologies d'équilibrage dedans, aussi pour avoir le 3 kPa au niveau du boucle index. OK. Deuxièmement, on doit regarder la caractéristique de réglage et surtout en charge partielle. Donc là, on a un exemple d'un échangeur à plaque. On a une température de départ à côté gauche, donc primaire de 6,7 et de retour de 14,2. Et on va contrôler la vanne de réglage là, celui-là, avec la température de départ secondaire. OK. Donc maintenant, on doit d'abord regarder la caractéristique au niveau de l'unité terminale. Oui, il y a une erreur là, excusez-moi. La caractéristique au niveau de l'unité terminale. Et on sait que, oui, avec 100% de débit, on a 100% de capacité. Mais cette ligne-là n'est pas linéaire. Donc, entre 0 et 100%, si on regarde par exemple 50% de débit, si on donne 50% de débit à l'unité terminale, on est déjà à 80% de la capacité totale ou 80% de la capacité. Donc, on doit en tenir compte. Et c'est vrai pour chauffage, c'est vrai pour refroidissement aussi. Donc, les lignes là ne sont jamais linéaires.
donc la caractéristique de l'unité terminale typique. Donc, si on a besoin de 50% de capacité ou 50% de la puissance, on doit en fait donner 20% de débit. 20% de débit, 50% de la capacité. Donc, pour la vanne de réglage, on doit en fait faire le miroir de cette ligne-là. On doit contrôler avec le miroir de cette ligne-là. Donc, que là non plus, cette ligne-là, ou cette caractéristique-là n'est pas linéaire, mais qu'on peut donner 20% de vie avec 50% d'ouverture, parce que le système de réglage va donner 5 volts hein, dans le système modulant, donc avec 5 volts. L'actuateur ou le moteur va se mettre au milieu de l'ouverture de la vanne, mais à ce moment-là, on veut que 20% de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une caractéristique à égal pourcentage, donc une caractéristique qui n'est pas linéaire. Et le résultat de tout ça, c'est avec 50% d'ouverture, on a 50% de la capacité thermique. Donc là, il y a vraiment une harmonie entre la puissance donnée par les unités terminales, donc cette caractéristique-là, et notre caractéristique dans la vanne. Donc ça a beaucoup d'importance. Donc c'est essentiel pour la meilleure efficacité et le meilleur contrôle. Donc là, par exemple, avec notre slider et avec le modulateur, vous pouvez réussir, excusez-moi, vous pouvez réussir d'obtenir ou d'avoir cette harmonie là. OK. Et maintenant, on va regarder ces caractéristiques-là un peu plus en détail. L'exemple là, c'est un refroidissement avec une température de départ de 15 degrés, température de retour 18 degrés, température ambiante 24 degrés. Et première solution, c'est vanne de réglage, control valve. Et là, il y a balancing and control valve, donc vanne d'équilibrage et de réglage. Donc, on va combiner ça dans notre circuit. Il y a une caractéristique à égal pourcentage, EQM, et on a calculé l'autorité minimum pour avoir 0,25. Donc là, l'autorité 0,25. Donc, vous voyez, entre la ligne théorique et la caractéristique réelle, il y a quand même déjà un écart. Donc, le maximum est à 1,5 d'écart entre la ligne théorique et la ligne réelle. Maintenant, on a une vanne de réglage avec caractéristiques linéaires et vanne d'équilibrage. L'autorité est de nouveau à 0,25 degrés, mais là, vous voyez que cette courbe-là est vraiment trop haut, est vraiment trop élevée. Donc, on a beaucoup trop de puissance au niveau de ce qu'on veut. OK? Donc, maximum, on est à 5,77 fois ce qu'on veut. Maintenant, un PIBCV, donc une vanne d'équilibrage et de réglage à pression constante ou pression contrôlée avec caractéristiques linéaires. Et la bande proportionnelle est à 50%. Si on regarde ces vannes-là avec un régulateur de DP, on regarde toujours les caractéristiques de la bande proportionnelle. Donc là, il est à 50%. C'est par exemple notre Compact P qu'on regarde ou Fusion P qu'on avait avant. Là, vous voyez aussi que cette ligne-là va être impactée. Et maintenant, si on regarde PIBCV, donc comme exemple chez nous, le modulateur avec EQM, P-bande, bande proportionnelle de 40%, le gain maximal est à 1,06. Donc, la ligne réelle est presque au niveau de la ligne théorique. Et là, je vais vous montrer ça parce que notre modulateur, c'est la seule vanne qui a
cette caractéristique AEQM dans la vanne. Donc, maintenant je deviens un peu commercial. Notre modulateur est vraiment la meilleure solution dans ce système-là. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là, avant d'aller un peu plus loin? Je vais regarder les questions. Alors, c'est au niveau des autres webinaires. Non, pas de questions. Il y a quelqu'un qui me demande si la présentation sera bien disponible. Ah oui, normalement c'est dans Handouts, aujourd'hui pas. Excusez-moi. Donc oui, je vais envoyer la présentation aussi, ou le PDF, la présentation demain. OK. Right. La conception hydraulique. Et je veux montrer ça aussi aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, il y a l'évolution des demandes, il y a l'évolution des produits aussi. Et on voit souvent des petites erreurs qui apparaissent parce qu'il y avait une évolution avant. Et ça est un bon exemple pour ça. Là, vous voyez, et après je vais vous montrer qu'il y a un défaut. Hein. Mais là, vous voyez un collecteur. Un collecteur, et vous voyez qu'on a pris en primaire, on a débit variable. On a là une chaudière modulante, donc pas en off, et c'est une chaudière à condensation. Là, vous voyez, il est petit, donc avec ça, je voulais dire que c'est une chaudière avec une petite contenu d'eau, donc une chaudière avec un DP élevé. OK? Et en secondaire, on a des débits variables à ce niveau-là, et on a des 23 voies en mélange. Donc là, je dis que c'est un défaut. Est-ce que vous remarquez les défauts là? Est-ce que vous pouvez répondre avec l'option question? Que sont les défauts dans cette conception-là? Ouais, vas-y. Il manque une VR dans la branche de la 23 voies. Vanne de réglage, VR, Sandro? OK. Oui, peut-être. Une vanne de réglage ou une vanne d'équilibrage? OK. Oui. Donc, ça, on voit très, très, très souvent. Si c'est comme ça ou un peu plus caché, parce que de temps en temps, on voit un boucle comme ça, un boucle direct. Là, pas de circulateur, mais là, un boucle direct. Et après ça, on a de nouveau un collecteur avec des vannes 3 voies en mélange. Maintenant, le raison pour ça et le minimum de bits là, ça vient un peu de. On avait des chaudières on-off, des chaudières on-off avec débit constant parce que dans les années 70 et 80, il y avait pas de thermostat au niveau des radiateurs. C'est devenu là un débit variable, donc ils ont fait ils ont changé des choses au niveau du collecteur. Donc, ils ont bouclé le collecteur, en fait, et ça a changé parce qu'on ne voulait pas un débit constant primaire. Ça a changé en ça,
débit minimum. Donc, oui, un bouclage là au niveau du collecteur. Mais comme ça, c'est une vanne qui va s'ouvrir quand le dP va augmenter, donc quand les boucles vont commencer à fermer, donc normalement, cette vanne est fermée. Donc, on a un collecteur actif et un collecteur actif avec des vannes 3 voies en mélange est une erreur. Pourquoi? On peut regarder les vannes 3 voies en mélange un peu différemment. On peut dire ce sont deux vannes 2 voies en opposition. Donc, si la vanne dans la bipasse est fermée, la vanne là, dans le départ, va être totalement ouverte. Si la vanne dans le départ est totalement fermée, la vanne dans le bipasse va être totalement ouverte. Donc, deux vannes, deux voies en opposition. Mais si la vanne dans le bipasse est totalement fermée, là, on a une vanne totalement ouverte. Comme celui-là est fermé normalement, on a 7 circulateurs ou 7 pompes-là et 7 pompes-là qui sont en ligne. Donc, on a un dP qui est élevé dans notre boucle secondaire. Donc là, il y a vraiment une erreur. Donc, le résultat va être qu'on a un surdébit là, dans la partie secondaire, et donc des températures de retour qui sont impactées. Donc là, il y a un défaut, c'est une erreur hydraulique dans ce niveau-là. Et donc, on doit avoir, pour fonctionner ou travailler avec des vannes de 3 voies en mélange, on doit avoir un collecteur passif, donc pas de dP, pas de pression différentielle au niveau du collecteur. OK? Mais ce n'est pas toujours si facile d'avoir ça. J'ai déjà eu des conversations, je vais pas dire des discussions, mais j'ai déjà eu des conversations avec des bureaux d'études qui me disent, oui, mais moi, je peux assurer que j'ai une chaudière à grand contenu d'eau, donc j'ai pas de dP à ce niveau-là. Et donc, je peux travailler avec des vannes 3 voies en mélange parce que mon collecteur est vraiment passif. OK, mais je veux quand même vous montrer ça. Là, j'ai fait un petit fichier Excel. Vous voyez le fichier? Oui, hein? Ouais. J'ai fait un petit Excel pour vous montrer l'interactivité au niveau de ces collecteurs-là. Donc là, on a un collecteur passif, et on a des vannes 3 voies en mélange et la chaudière. Keto, ça veut dire chaudière. Là, je peux dire 2 kPa de dP primaire et là, la pression différentielle dans la chaudière va être, je ne sais pas, 3 kPa. OK? Et je peux là mettre les boucles, par exemple 1000 litres, 2000 litres, 5000 litres et 500 litres. Et là, j'ai un dP de 10 kPa. 10 kPa, c'est par exemple, ce sont des groupes traitement d'air, par exemple. J'ai 20 kPa dans des radiateurs et j'ai là, je ne sais pas, encore des ventilos à 15 kPa. Voilà. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a un surdébit, donc le DQ max dans la boucle, il y a un surdébit de 22%. Alors, ça va encore, c'est pas trop grave. Mais maintenant, si la chaudière est 10 kPa, j'ai déjà 47% de surdébit dans ces boucles-là, et le boucle qui va être le plus impacté, c'est le plus petit. Donc là, vous voyez déjà que un dP dans la chaudière a un vrai impact sur l'interactivité
de ce collecteur-là. Donc, travailler avec des vannes en 3 voies en mélange, c'est idéal si vous pouvez vous assurer que la chaudière va avoir un DP minimal et si le collecteur est petit, n'est pas trop grand, à partir de 4, 5, 6 boucles différentes, c'est mieux de choisir une autre option. OK? Tout le monde d'accord avec ça? Maintenant, si je dois encore élaborer ça un peu plus loin, j'ai un petit DP dans la chaudière, donc 3 kPa. Mais là, mon DP primaire dans la tuyauterie ou dans les filtres, je ne sais pas, sont, si j'ai calculé tout ça, j'ai tout ajouté, j'ai 10 kPa. Là, vous voyez aussi, même si la chaudière a que 3 kPa, qu'il y a des surdébits, donc des températures incontrôlées sur les boucles là. Donc, un collecteur passif peut devenir un collecteur activé aussi à cause des tuyauteries, de la tuyauterie où les DP augmentent ou des filtres ou n'importe d'autres pièces qui sont dans la partie là. OK? Juste pour vous montrer qu'il y a un niveau d'interactivité qui peut s'installer. Donc, si on regarde maintenant, on a la même conception au niveau primaire, secondaire, primaire débit variable, chaudière modulante et chaudière petit contenu d'eau. Donc, chaudière ADP élevé, condensation, et on utilise des vannes 2 voies en injection. Là, on a découplé primaire et secondaire, ou le circulateur primaire avec celui de la partie secondaire. Donc là, il n'y a pas d'interaction, il n'y a vraiment pas d'interaction. Il y a moyen de mettre ou installer un débit minimal là, donc boucler un peu, et il n'y a absolument pas d'interaction et les températures de retour sont impactées positivement. Donc là, c'est valable pour tous les chaudières aussi. Et vous savez, ou certains d'entre vous savent que on doit, pour avoir un contrôle optimal aussi avec les débits mini, on doit contrôler le DP là. Donc, on doit mettre un régulateur DP pour avoir un DP constant sur notre vanne de contrôle. Et maintenant, tout ça, c'est une vanne, c'est modulateur de chez nous. Donc, c'est un PIBCV dans les systèmes à injection 2 voies. OK, donc cette conception hydraulique est applicable pour tous les chaudières et c'est qu'une vanne dans le départ ou le retour, c'est en fait comme vous voulez. Mais pas d'interaction et un bon impact sur les températures de retour. Donc, condensation optimale. OK. C'est quoi l'effet d'un surdébit dans les installations de chauffage, par exemple? Mais là, vous voyez 2 lignes, ligne rouge et la ligne là, bleue, qui montre les bonnes températures. Une température de départ de 80 degrés et en pleine charge avec moins 5 degrés de température extérieure, on est à 60 degrés de température de retour. Donc, notre chaudière, il commence à condenser à partir ou au-dessous de 55 degrés. Donc là, il commence à condenser au niveau de moins 2 degrés quelque part là. 55, hein, moins 2 degrés. Donc, il commence, cette zone-là, c'est condensation. Comme ça. Donc, 55 degrés, là, cette zone-là, c'est tous condensation. Si on a des surdébits, il y a un impact sur la température de retour. Donc, la température de retour va être élevée. Donc, au lieu d'avoir 60, on a peut-être 65, 66. Donc, il commence à condenser que à 2 ou 3 degrés de température extérieure. Donc, la période de condensation est impactée avec 20%. Donc, il y a
20% de condensation en moins dans la période. Donc là, c'est l'effet d'un surdébit dans les installations. Donc au lieu d'avoir 226, il y a probablement 240, excusez-moi, 200 ou 1190 jours de condensation. Et là, on peut encore parler de régulation modelante ou régulation on-off et regarder les températures de retour. Et là, on voit qu'un van en 2 voies en injection entre 0 et 100% de débit et 0 ou 100% de charge, vous voyez que les températures sont impactées correctement. Donc, température de retour pour les, pour le refroidissement est bien pour avoir un bon COP de la pompe à chaleur, par exemple. OK. Deuxièmement, donc, on a eu conception, maintenant on est dans Proof of Performance. Avec les rapports qui sont faisables avec notre scope et High Select, vous avez quand même une preuve que l'équilibrage est bien fait, mieux que les fichiers Excel ou même les petits papiers avec 3 KPI et le débit marqué. Donc, avec High Select et TIA-Scope, l'installateur peut faire des rapports professionnels. Avec la communication BrainCube, il y a 3 façons de communiquer avec le BrainCube. Vous pouvez avoir un Proof of Performance aussi. Comme vous pouvez voir les performances de l'installation sous distance, et il y a un vue sur l'installation. Et là, un primeur pour vous, de nouvelles technologies. Une nouvelle technologie. Et là, je vais vous montrer en primeur notre nouvelle vanne, c'est le Smart Valve. À partir de 2021, excusez-moi, le Smart Valve sera disponible. Et c'est quoi un Smart Valve? C'est une vanne qui va mesurer avec une mesure ultrason, qui va mesurer le débit, qui va communiquer ou qui va pouvoir communiquer ce débit et qui va contrôler avec cette info-là l'actuateur ou le moteur. Avec cette info, donc débit et delta T, donc il peut contrôler au niveau de débit, au niveau de puissance, au niveau de delta T. Il y a plusieurs façons de régler. Mais problème avec cette vanne-là, c'est toujours le plage de réglage. Donc, je veux dire, avec les petits débits, les petites puissances, ces vannes-là ne peuvent pas contrôler trop. Donc, on a travaillé sur ça et même avec 1% de débit total ou moins que 1% de débit total, on a encore un bon réglage. Donc, plage de réglage est à peu près à 1 sur 125. Et deuxièmement, le temps de réagir est lent avec ces vannes-là. Et aussi là, on a travaillé dessus et on peut rassurer ou assurer qu'on a un temps de démarrage correct. Donc, primeur, Smart Valve. Et performance à long terme qu'on doit assurer. Donc, on peut assurer la performance à long terme par enlever les particules de saleté. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la tuyauterie, si on a par corrosion, on a les tuyaux qui sont où il y a de corrosion, le DP peut augmenter jusqu'à 170%. Donc, utilise un séparateur efficace. Et par exemple, c'est le Separo GeForce qui est 9 fois plus efficace que les séparateurs normaux. Et oui, pression statique qui doit être
aussi constante que possible. Donc, pour éviter la cavitation qui compromet qui réduit l'espérance de vie et éviter l'intrusion d'air pour éviter que l'oxygène va introduire dans votre installation. Par exemple, avec le système de maintien de pression Compresso Connect. Et faire communiquer les vannes, les éléments dans l'installation. Donc avec Slider et après avec le Smart Valve, vous avez beaucoup de données du bâtiment. On parle souvent ou beaucoup de smart buildings et aussi ça utilise les données de ces vannes-là aussi pour avoir à long terme un système performant. Et notre support, je pense que je suis commencé avec ça. Notre support, pourquoi? Parce que derrière chaque équipe, ou chaque grande équipe, il y a une autre grande équipe. Cette grande équipe, c'est nous qui veulent être ça, avec une aide ou une équipe qui peut vous aider, mais aussi avec notre tools. Et c'est la dernière chose que je vais vous montrer, c'est HiSelect et le Energy Calculator. Et là, on a aussi naturellement notre Hydronic College. HiSelect, c'est le logiciel. On a aussi une app, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tout nouveau, c'est le Energy Calculator. Et je vais vous montrer ça. Sans vous donner une formation de ça, mais juste pour vous montrer. Voilà. Là, maintenant, c'est en anglais. Mais si vous êtes intéressé, on peut essayer de l'avoir en français aussi. Donc, en fait, c'est Energy, pour ceux qui connaissent Energy Insights. Et ce qu'on peut faire avec cette logiciel-là, c'est on peut prendre par exemple un bâtiment, un hôpital par exemple. On peut mettre les paramètres de la chaudière. On peut mettre trois sortes de design, de conception. Donc avec des vannes d'équilibrage, avec des vannes d'équilibrage et des vannes de régulation on-off et régulateur de pression différentielle ou avec des PIBCV. On peut changer les données du circulateur et comme ça, ce qu'on a après, c'est une comparaison au niveau de l'énergie, une comparaison des coûts de l'installation, une comparaison des coûts d'exploitation, mais après quelques années. Donc, de temps en temps, la conception est plus chère en exécution, mais après quelques années, on peut regagner ça. Donc, cette ligne montre ça. On peut vous montrer les schématiques. Voilà. Et en fait, ça, c'est un outil pour vous, pour nous et pour vous, pour aller discuter des systèmes avec vos clients. Donc ça, c'est tout nouveau, de nouveau un primeur pour vous. Voilà. Et dans HiSelect, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a moyen de sélectionner les solutions, la tuyauterie, l'auteur manométrique. Il va sélectionner correctement, par exemple, au niveau d'utilité de réglage. Vous pouvez en mettre l'emplacement du capteur. Si vous avez calculé le projet après, comme il y a le contenu d'eau qui se met aussi, vous pouvez sélectionner le système de maintien de pression correctement et un facteur de foisonnement qui est aussi dans le logiciel. Donc, ça, c'est les avantages du logiciel. Donc, comme ça, je pense qu'on a donné quelques théories pour assurer le succès du projet au niveau projet, au niveau installation et après installation. Un exemple de ça, c'est un data center où on a fait l'étude et l'équilibrage après. Donc, il y avait une étude du système existant
Et là, en fait, le problème était que la puissance n'était pas assez. Donc, il voulait mettre un chiller en plus. Donc là, on a fait le calcul, on a ajusté la distribution hydraulique et on a régulé les points de travail des circulateurs. Le résultat était qu'il y avait une réduction du débit par 60 cubes par heure et qui en fait permettait d'éliminer un chiller. Donc là, vous voyez que ça a beaucoup d'importance de regarder correctement. OK, voilà, c'était un peu mon histoire pour vous pour aujourd'hui. Beaucoup d'introductions, et c'est ça que je voulais encore dire avant de partir. J'ai vous donné beaucoup de sujets, mais beaucoup d'introductions sur des sujets. Et maintenant, il y a une petite enquête qui va mettre un pop-up, un écran après cette présentation et qui va vous demander, avez-vous encore intérêt sur quelques sujets en plus, comme le Smart Valve, comme High Select et comme le Energy Calculator. Donc, si vous voulez une formation sur l'Energy Calculator après, il y a moyen de faire ça avec mes collègues ou avec vous comme ça. OK? Donc, il y a encore des questions de votre côté? Non? Alors, je vais vous remercier. Un grand merci et à la prochaine.